Bonjour, bonjour et bienvenue aux monstres dans le placard reçoivent. Salut Simon. Et premiers reçoivent de l'année. Oui, en cette belle pleine lune de janvier, en fait nouvelle lune de janvier plutôt, Nouvelle lune on de a un janvier. invité spécial. On a Michael Aubin-Jobin qu'on reçoit aujourd'hui. Salut Michael, Bonjour, bonjour, merci de me recevoir. Je suis vraiment excité, ça va bien? ça va très bien. Puis on va parler d'un sujet, on sort des sentiers battus, hein? Oui, On est en janvier. j'ai dit au début qu'on aimait ça un peu aller hors cadre avec nos invités. Puis là, on commence hors cadre cette année. Et peut-être qu'on va revenir dans le cadre avec ce sujet-là. C'est vaste. Oui, Alors, j'ai. Vas-y donc. on va parler de violence, Oui, pas d'épithète, juste violence. Comme la le monstre Violence, violence. la aujourd'hui, violence. violence. Mais tout d'abord, quand tu t'es connecté tantôt, Michael, j'ai demandé, alors comme ça, tu es un spécialiste de la violence, ce que tu as rapidement fait de me couper tout de suite, dis, non, 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 tu n'es pas un spécialiste de la violence. Quels sont tes titres, Michael Mes titres, Aubin-Jobin? ben oui, merci. Mes titres, moi, je suis à la maîtrise en ce moment en histoire. Donc, j'étudie l'histoire depuis le cégep, moi, là, fait que ça fait longtemps que je suis dans le domaine. Et je spécialise ma maîtrise, en fait, sur des sujets qui sont liés à la violence. Donc, on pourrait dire que je suis dans le champ historique de l'histoire de la violence. Donc, OK. oui, je me spécialise en la violence, mais toujours dans une perspective historique. Je suis loin, là, comme je disais tantôt, d'être un criminologue ou quoi que ce soit qui est capable de vous définir exactement les côtés psychologiques ou même peut-être scientifiques de la violence d'un point de vue de science dure. Mais je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de lectures obligatoires et peu obligatoires sur le caractère social, caractère anthropologique surtout de ce que la violence est, en fait, dans nos sociétés. Puis OK. en fait, pour revenir peut-être un peu au concept de monstre que tu parlais tout à l'heure, Oui. oui, en effet, non, je vous parle pas de monstres en tant que tel, ni de trucs folkloriques nécessairement, mais je pense qu'on va parler de quelque chose qui suscite quand même beaucoup de réactions chez tout le monde. En fait, c'est assez commun, c'est assez humain. Ben, c'est ça, c'est cette violence-là interhumaine entre les gens. Comment est-ce qu'on est capable de le définir, puis comment on est capable de réagir à ça? Quand on dit que la violence a un caractère anthropologique, social. On parle pas juste de la guerre, parce que je sais que les historiens aiment bien ça parler des guerres, mais là, on va plus large que ça un peu là, dans l'histoire de la violence. Exact, on va plus large, puis en même temps, on va plus petit que ça. Parce Oh, que plus intime. finalement, ben oui, plus intime, un petit peu plus, un petit peu plus à ras le sol de ce que moi je considère l'histoire, là. Parce que oui, quand on parle de violence, on peut parler de. Il y a plusieurs façons de le définir, il y a plusieurs façons de le catégoriser, la violence. Celle que tu viens de parler de la guerre, c'est une violence qu'on pourrait qualifier de collective, hein, qui concerne un grand groupe de gens contre un autre grand groupe de gens. C'est une violence qui est étatique quasiment. Mais en tout cas, moi, dans ma spécialisation personnelle, je suis dans ce qu'on appelle un peu plus la violence interpersonnelle. Donc, entre les gens, je suis un petit peu plus dans l'histoire des gens bien normaux, bien ordinaires. Je ne suis pas dans l'histoire des généraux et des rois là, qui font des choses particulièrement glorifiantes ou pas, là. Je suis plus dans l'histoire de comment John Doe, à un moment donné, a tapé sa gueule d'un autre John Doe, puis qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que au final, c'est pas juste, tu sais, oui, c'est pas une histoire très collective, très grandiose, mais finalement, ça reste que c'est ancré dans des mœurs, c'est ancré dans des concepts culturels qui sont communs à toute une société. Puis c'est là qu'on se rend compte, dans le fond, que la violence, puis comment qu'on la définit, surtout, comment qu'on définit qu'est-ce qui est une violence puis qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est ce qui dépend surtout de qui l'a fait, comment on l'a fait, puis quand est-ce ou où on l'a fait. Tu sais, ce genre de choses-là. C'est plein de petits paramètres ici à étudier puis à essayer de comprendre. Puis ça nous donne vraiment une belle image sur les sociétés qu'on étudie quand on fait ça. C'est vraiment intéressant. Puis là, il y a une question qui me brûle les lèvres, là. Pourquoi les gens sont violents? Oui, et qu'est-ce qui fait qu'un John Doe devient un monstre? Ouais. Bon, grosse question, ça. Oui. Pourquoi les gens sont violents? C'est une question que je pense beaucoup d'historiens essayent de répondre. C'est sûr que On là, n'aura je peux peut-être pas de pas. réponse On aujourd'hui, là, n'aura mais peut-être mettons, pas de réponse aujourd'hui, mais pour le peu, le petit peu que j'ai été capable de saisir, là, c'est on peut remonter vraiment, vraiment loin là, sur qu'est-ce que c'est que la violence, puis qu'est-ce que c'est que. On peut aller dans le paléolithique, là, on peut aller dans notre genre moins 100 000 avant Jésus-Christ. Là. Tu sais, ça reste, je pense, un phénomène qui semble être profondément humain.
Puis même au-delà de l'humain, même les autres animaux, là, on est capable de voir des formes de violence. Hmm. Mais qu'est-ce qui est particulier puis qui est unique à chacune des époques, que je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est que c'est un élément qui va se définir, qui va se redéfinir époque après époque, puis société après société. Euh, Vraiment, tout simplement dit, une violence d'aujourd'hui n'est pas une violence d'antan, puis vice-versa. Quelque chose qui était construit comme violent à l'époque ne va pas être construit violent comme aujourd'hui. Fait que pourquoi est-ce que quelqu'un est violent? Ben, la réponse la plus simple, c'est parce qu'on l'a défini tel quel. Voilà. C'est parce que nous, collectivement, en société, on a décidé ce comportement-là, cette personne-là, comment elle agit, c'est considéré comme violent. Ouais, attends une minute, là. Ça, c'est pas simplement parce qu'on a établi que ça tombait sous l'égide de la violence. Parce que sinon, qu'est-ce qui sépare un acte violent d'un acte pas violent si c'est simplement la convention sociale? Et à peu près, ouais. Ben, comment que socialement on définit les choses comme morales et immorales, là? Puis là, après Mhm. ça, quand est-ce qu'on a un abus tel de l'immoralité qu'on peut construire ça comme violent? Mais aussi, là, je vais vous en donner un peu, là. Il y a des formes de violence qui restent quand même intemporelles. Hmm. Là, on est tous d'accord qu'un homicide, de tuer quelqu'un, ça reste violent, là, veux pas. Donner un coup de poing à quelqu'un, il n'y a pas vraiment de société qui vont considérer ça comme une forme de politesse. Mais euh, ça reste qu'il y a des éléments, puis la façon de l'interpréter, puis la façon de la gérer, de la juger, ou de la façon de régler les comptes, les torts qui ont été commis. Ah, ça va évoluer à travers les époques. OK, la méthode peut changer. Exact, Ben la déjà, méthode. quand on pense à tout ce qui est fait en public, tout ce qui était fait en public à l'époque, les pendaisons, les lapidations, il y a tellement eu d'exécutions publiques, par exemple, tu sais, aujourd'hui, Non, ce exact. serait complètement barbare, mettons. Oui, ce serait Exact, c'est même. ça. Ben, c'est ça, ça serait une forme de violence qui appartient à l'État, on appelle la violence légitime. Puis Mais elle, Mhm. on a décidé de soit rendre moins violente, donc les exécutions, la peine de mort, là, c'est toute une question sur la peine de mort pour ou contre. Ben Mhm. là, dans nos sociétés, mettons au Canada, ici, on a décidé que non, c'est pas quelque chose qu'on veut faire, c'est une trop grande violence. Mais moi, je ne sais pas si vous saviez, je sais pas si vous savez ça, mais moi, avant, j'ai travaillé au Marine Center dans le Vieux-Québec. J'étais guide Ouais. là-bas, puis oui, j'ai fait plusieurs tours guidés sur le concept de la peine de mort publique. Puis oui, en effet, c'était quelque chose qui était super, comment dire, c'était un grand spectacle, là. C'est la violence spectacle, ça, finalement, là, qu'on pourrait appeler, là. C'est vrai. Où est-ce que l'État prenait le contrôle d'une situation, d'un individu qu'on jugeait complètement marginal, complètement inacceptable, puis on montrait à tout le monde que voici ce qui arrive quand que tu fais ça. Le Mais régime les anglais en gens, particulier, il me semble aussi, était oui, le vraiment beaucoup de régime. on prêche par l'exemple, là, comme la Corriveau, justement. Exact, exact. Oui, le régime anglais était dans ce sens-là. Je suis pas trop au courant de la différence entre le régime anglais et français, mais je sais qu'au Québec, on était quand même dans cette sorte de logique-là durant les époques du 19e siècle. Ben, on a mais, vu quand on a fait des recherches sur la Corriveau là, que la tradition anglaise de laisser le gibet, donc la cage de la Corriveau, avec le corps en putréfaction pendant des semaines et des Mhm. mois pour montrer, check, qu'est-ce que tu vas devenir. Tandis que je pense, ben là, je m'avance un peu, que le régime français, c'était un petit peu plus expéditif, puis après, bon, c'est assez, tu sais, peut-être. voilà, En le tout cas, montrer en exemple, c'était très, très, très. C'était utilisé dans le régime anglais, mais c'était aussi dans des colonies. C'était une manière de s'assurer que la population veuille pas aille apporter. peur. Elle peut. Hmm. Mhm. Euh, Oui, oui. vas-y, excuse-moi. Ben, moi, je trouve ça absolument fascinant comme sujet. J'ai l'impression, en fait, là, avec ce que tu viens de dire, je prends comme le vertige de l'ampleur de ce à quoi on s'attaque aujourd'hui en 45 minutes. C'est Euh, clair. mais je suis quand même très curieux parce que, premièrement, la violence, par défaut, j'ai le goût de dire, les sociétés considèrent ça comme mal. La violence, c'est associé aux barbares, aux monstres, aux gens qui veulent notre mal, j'ai l'impression. Mais aussi, avec ce que tu viens de dire, j'ai l'impression qu'il y a une certaine part de la violence qu'on revendique, qu'on voit comme bien, qu'on voit comme un combat, pas juste un combat nécessaire, mais un combat souhaitable. Je me perds-tu, moi, dans mes Non, écrits non, non, d'aujourd'hui? c'est super légitime comme observation, honnêtement. Puis je dirais, en fait, euh, c'est que on est dans des sociétés actuellement où est-ce que la violence, elle Mhm. est
complètement dans la société là, de tous les jours, de toi, moi, comme citoyen canadien, là, la violence, elle est complètement éteinte. Mhm. On souhaite aucune violence, puis on va même la définir dans différentes facettes, là. La violence physique, mais aussi la violence verbale, les diffamations, tout ce genre de choses-là. Violence sexuelle aussi, c'est un exemple intéressant aussi sur nos sociétés actuelles. Mais malgré tout, il y a une forme de violence dans nos sociétés qui est constante. Puis ça, on appelle ça la violence légitime. C'est une Mhm. violence qui appartient, elle, à l'État. En fait, nous, en histoire, puis moi particulièrement, on s'intéresse sur ce qu'on appelle un peu la légitimisation de la violence de l'État. Donc, c'est une façon de dire que l'État a comme droit et comme le seule personne dans la société droit de commettre une violence envers une personne. Puis ces violences-là, vont se qualifier par, mettons, emprisonnement, peine de mort, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi n'importe quelle ticket que tu as reçu dans un parking, tu sais, une petite violence économique peut-être, là, tu sais. Mais la police, en fait, ça aussi, l'emprisonnement, ça, c'est quelque chose d'excessivement violent. Euh, c'est quelque chose, dans le fond, qu'on a voulu. C'est un processus très long qui a commencé dès le Moyen Âge, en fait, à l'époque où est-ce que les rois ont commencé à vouloir s'accaparer une grande partie du pouvoir décisionnel du système de justice, puis aussi de vouloir imposer ce qu'on appelle l'ordre social. Oh, OK, c'est associé à la monarchie, ça. Absolument. Ah, Ben, ça ouais. associe ça, la monarchie, elle est associée à l'Empire romain, puis l'Empire romain est associé aux Grecs. On peut retourner vraiment Ouais, c'est très loin ça. avec ça. Mais, Ça mais va pour loin, la violence étatique, là. exact, exact. Ça va Mhm. loin, mais la violence étatique dans le sens où est-ce qu'on dit que c'est le monopole de la violence, dans le fond, que Ouais. seulement l'État a le droit, selon ses codes de justice, de commettre une violence. C'est un concept qui est entré tranquillement dans notre histoire, mais qui a commencé vraiment à faire effet à partir de la fin du Moyen Âge, puis à l'époque plus aussi de la Renaissance. Puis ça tombe bien, c'est l'époque que moi j'étudie en ce moment. Ah, ben, gars. Une période de transition vraiment importante qui, tranquillement pas vite, on va appeler ça l'émergence de l'État moderne. Où est-ce que l'État va être un peu un genre de garant de ton droit personnel, mais aussi le seul responsable de s'assurer qu'il y ait une sorte de vengeance juste lorsque ton droit personnel n'a pas été respecté par un autre individu. OK, donc la société de droit qui a le droit à la violence au nom du bien collectif, dans le fond. Exactement, exactement. Au nom du bien collectif, au nom de l'ordre social, que tout le monde reste tranquille. Et voilà. Fait qu'on peut dire que la violence pourrait être justifiable, en guillemets, dans l'idée de prêcher par l'exemple, un peu comme la condamnation à mort aujourd'hui. Ouais, elle peut être justifiable dans ce sens-là, mais aussi et surtout justifiable dans l'intérêt de réparer les torts, en fait. Ah, De créer une vengeance. C'est un peu une façon un peu cynique de le dire, mais lorsque vous lorsque vous avez une contravention, là, dans le fond, là, le prix que vous payez, là, c'est pas le prix que ça a coûté nécessairement là, ouais, pour c'est pas le salaire du policier là, pas le qu'on salaire paye. du policier ni Ouais. les dommages que ça a créé. C'est aussi une sorte de forme de vengeance de l'État pour s'assurer qu'il y ait qu'on écoute ces règles-là. Si tu l'écoutes pas, ben oui, là, il y a la sorte de La pénalité de la non-respect. pénalité exactement qu'il pourrait avoir si tu l'écoutes pas. Donc, Hein. là, tu sais, aussi, là, on parle de choses un peu abstraites qui nous concernent beaucoup dans nos sociétés actuelles. Je tiens à le rappeler, je ne suis ni un juriste ni un criminologue. Euh, Ah, ben, c'est correct, c'est correct. T'es un vulgarisateur. ouais, exactement. J'ai eu des Mhm. tickets, puis j'ai pensé longuement à la violence que ça m'apportait économiquement avec la crise du logement qu'on a en ce moment. Mais moi, où est-ce que je m'identifie beaucoup ben, où est-ce que je me place beaucoup dans ces discussions-là, c'est justement le début, quand on commençait à faire ça. Oui. Parce que avant ça, avant un État fort qui s'occupe avec un corps policier de gérer tous les criminels de notre société et qui a aussi un code criminel qui définit l'entièreté de quel genre de crime qui va dans quel genre de catégorie, de quel genre de justice, on avait un système quand même assez anarchique, assez étrange, où est-ce que la justice personnelle, la justice privée, donc c'est un autre concept, était beaucoup plus courante et où est-ce que finalement, ben, la violence interpersonnelle était beaucoup plus tolérée. Sans l'être nécessairement, ben, elle avait peut-être un peu moins de conséquences à ces époques-là. Donc là, encore une fois, je vous ramène, on est à l'époque du Moyen Âge, à l'époque aussi à la fin du Moyen Âge pour le début de la Renaissance, là, donc un peu l'époque de Léonard de Vinci, là, si je peux te donner un repère pour Mhm. un plus large. 14e, 15e siècle environ. 15e, 16e siècle plutôt, 15e, 16e. OK. 100 ans plus tard.
OK, ça, c'est. Mais OK, là, tu abordes une frontière intéressante parce que moi, je pensais vraiment qu'aujourd'hui, dans le truc sur la violence, je pensais qu'on allait vraiment aller dans l'humanité de la violence. Mais là, ce que tu dis, c'est que depuis plus de 500 ans, on tend à la déshumaniser, on tend à l'éloigner de l'impulsivité humaine, puis on veut la mettre sous forme systémique. Ah, là, je viens de ramener la violence systémique. Et maudit, j'ai de la difficulté à ne pas être dans les termes actuels. Donc, mais c'est ça, on ne veut plus que l'être humain soit violent, on permet à l'état de l'être. C'est ça que tu sembles suggérer. Exactement. En fait, puis je comprends la confusion, là, parce que c'est Mm. pas non plus un sujet super facile et accessible, là, mettons, là. Mm. Mais en histoire, il y a plusieurs théories, en fait, parce que depuis ces 500 dernières années-là, il y a une tendance claire et qui est quantifiable. C'est celle qu'il y a de moins en moins d'homicides dans les sociétés occidentales. Ah, Une baisse vraiment Bonne fulgurante. nouvelle, Ben, j'imagine. bonne nouvelle, tout le monde, moins d'homicides. Euh, quand on réalise cette baisse-là, on essaie de l'expliquer beaucoup, là. Puis déjà, comment on réussit à quantifier le taux d'homicide à l'époque du 16e siècle, quand que les sources judiciaires ne donnaient pas toute une image complète. Là, c'est tout un travail de moine que des historiens beaucoup plus qualifiés que moi ont fait. et Mais quelquefois des moines, littéralement. quelquefois Oui, littéralement des moines, en effet. oui. Mais les plusieurs explications qu'on s'est données autour de ça, puis qui, justement, les raisons pourquoi est-ce qu'on a moins un gros taux d'homicide aujourd'hui qu'il y a 500 ans, c'est des raisons qui nous touchent personnellement, parce que finalement, on voit comment, à travers 500 ans, nos sociétés se sont conditionnées d'une manière ou d'une autre à être moins violents les uns envers les autres, ou pourquoi, en fait, à ces époques-là, qu'est-ce qu'on avait qu'on n'a pas aujourd'hui qui nous permettait ou nous obligeait ou nous laissait un petit peu plus à l'aise à être violents, en fait, envers les gens autour de nous. OK, ça m'intéresse au plus haut point. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce sens-là? Ben, Pourquoi qu'on semble avoir diminué notre impulsion vers la violence? moi, j'ai deux théories dans mes recherches là, qui s'affrontent beaucoup. Une qui m'intéresse plus que d'autres, là. La première est un peu plus flyée. Elle Wow! ressort de l'anthropologie historique, donc vraiment quelque chose d'un petit peu plus philosophique et dans l'essentiel de l'homme. Mais on appelle ça la civilisation des mœurs. Là, je vois que tu es moins excité que tu l'étais il y a 3 secondes, là, mais OK, là, c'est peut-être juste le titre qui est à travailler, là, je sais pas. Là, oui, en effet. Mais c'est en lien avec une sorte de construction de les mœurs sociales Hum, se sont tranquillement pas vite, ce qu'on appelle civilisées. Donc, on a tranquillement pas vite enlevé chacun, nous personnellement, notre volonté première de faire violence chez les gens. Et hum. ça s'explique encore une fois par le système de justice qui, tranquillement pas vite, a un peu enlevé cette capacité, ce droit, cette facilité à toi faire justice personnellement envers l'autre. Et ça a eu comme effet que on a, nous, collectivement, eu ce qu'on appelle l'autocontrainte. Donc, on s'est tous contraints, chacun, à agir de façon très pulsionnelle envers les autres. Puis là, tout le monde, en fait, depuis ce temps-là, on essaie d'être des gens qui, socialement, sont polis, des gens qui disent bonjour et qui sourient, même si ça ne tente pas. Et Euh, hey, c'est-tu quelque chose qui peut engendrer plus de violence écrite? Parce que je pense, moi, c'est ce qui. La violence, pour moi, la violence moderne, c'est les haters qui vont nous écrire des affaires pas de bon sens, cachées derrière un faux profil, des choses comme ça. Des fois, c'est assez cinglant, là, les mots employés. Ça peut être assez extrême, Hey, d'une extrême violence aussi. Je parle des menaces de cyberintimidation mort, aussi, menaces de mort. Ouais, ça arrive, là, les des menaces de influenceurs qui violence se font. physique, tu sais. ouais, ouais, Ouais. absolument. Hum. Ben, Ça se transpose-tu là-dedans, j'imagine, oui, peut-être? absolument, ça se transpose beaucoup là-dedans, je pense, parce que justement, on crée à travers ces siècles-là cette image de l'individu civilisé, donc l'individu qui doit respecter les mœurs, respecter la loi, respecter l'autorité, respecter les règles. Et quand que tu as une sorte de forme d'anonymat, puis une distance sociale, parce que finalement, ce respect-là, il est là pour des raisons qui est purement sociales, Mhm. qui est purement face au regard des autres. Même que tu es il y a un bénéfice à le faire, les gens te voient positivement. Quand que ce regard-là n'est pas sur toi, je pense que les gens s'en permettent peut-être un peu plus. Puis je pense que Mhm. ce que tu soulèves, ça, c'est intéressant parce que ça peut être une sorte de forme
là, je vais dire, je vais mettre des gros guillemets autour de ce que je dis, mais une forme de preuve de pourquoi est-ce que la civilisation des mœurs peut être une raison pourquoi est-ce qu'il y a moins de violence dans nos sociétés actuellement. Moi, je me dis Euh, peut-être qu'elle se transpose ailleurs, mais ça, c'est juste une idée oh comme oui, ça, là, mais... ben, c'est une idée intéressante, puis tu sais, finalement, c'est toute une question de pulsion humaine qui tend vers la violence, puis autocontrainte qui tend vers la civilisation. Là, OK. c'est la façon la plus généraliste et la plus basique que je peux vous le dire parce que c'est hyper complexe, C'est bien parfait. On n'a mais pas tant de temps que ça. on va aller on va aller dans ce C'est bien sens-là. parfait. C'est L'autre excellent. théorie, celle que j'aime plus personnellement, puis c'est celle que moi, dans mon mémoire de maîtrise, j'essaie de jouer avec beaucoup plus, c'est une théorie de la sociabilité de la violence. Ça, c'est un nom que je donne là maintenant, là, c'est pas le nom officiel, là. Mais c'est Ah, que les époques du 16e siècle, par exemple, et à la fin du Moyen Âge, c'est des époques qui sont davantage des sociétés qui sont traditionnelles, ancrées dans les rapports sociaux, comme celui de la famille et celui de l'emploi, mettons, du travail, de l'ouvrage qu'on fait. qui était Donc, souvent lui-même lié à la famille. exact, qui était souvent lui-même lié à la famille. Donc, Mhm. ta raison d'être en société est intimement liée à ta famille. Et la façon dont les gens te voient, la façon dont tu te porterais aux gens est intimement liée, elle aussi, à la famille. Donc, ton être est un peu mergé autour de tout ce clan-là, en fait, qui se crée, qui est celui de la famille, qui est celui des professions ou celui, peut-être parfois même, pour le cas de mon mémoire, pour celui des militaires. Et quand que on se retrouve avec une forme de violence interpersonnelle, comme par exemple un certain cousin d'un autre a crié une grande insulte à ton frère, le nombre de gens que ça implique, c'est pas juste ton frère puis le cousin d'un autre. Le nombre de gens que ça implique, c'est l'entièreté de la famille puis l'autre entièreté de la famille. Puis là, on se retrouve avec des concepts comme vendetta, un mot peut-être que vous connaissez à partir de Si t'en parlais pas, j'allais te relancer exact, là-dessus, exact. mais je te quitte. Ça, c'est vraiment les cultures plus traditionnelles, comme, mettons, italiennes. Mais à l'Italie, à cette époque-là, le faisait encore déjà beaucoup, là. Euh, mais tu vois que c'est un concept où est-ce que une attaque sur l'un, c'est une attaque sur tous. Puis ça, c'est quelque chose que je vous dis, là, moi, dans mes recherches, dans mes sources, c'est visible. Le nombre de gens qui sont impliqués dans des combats, dans des batailles, dans des duels, dans des homicides, qui n'ont même pas rapport avec l'histoire initiale, elle est intense, elle est tellement voyante Juste que parce tu qu'ils finis sont par... connectés Exact. par les liens du sang ou peut-être même de la fratrie à la personne qui a été offusquée ou qui a été honnie dans Exactement, l'histoire. oui. Ben, j'ai un exemple, parce que justement, moi, mon mémoire, il parle surtout des hommes de guerre, donc des gens qui sont considérés comme des soldats de métier à ces époques-là. Je ne fais pas l'histoire de la guerre, genre la pratique de la guerre, mais plus genre le groupe social que sont les guerriers. Puis moi, j'ai quelques cas où est-ce que finalement, tu as un régiment au complet qui se craint qu'à aller tabasser un gars juste parce que l'autre, il l'a crossé en vendant un écharpe ou quelque chose comme ça, là, tu sais. Puis là c'est genre, t'as 18 gars avec des armes qui est en train d'entourer un pauvre civil qui a fait l'erreur de mess avec le mauvais gars, puis là, ben, il se fait taper sa gueule par tout le monde, tu sais. Ça, c'est un exemple qui arrive souvent. Mais un autre exemple qui arrive excessivement souvent, c'est euh, une sorte de rivalité familiale qui n'est même pas expliquée à travers les sources judiciaires, qui a l'air d'être ancestrale quasiment, ou est-ce que ça commence il y a vraiment longtemps avec un problème juridique sur une terre, mettons, puis là, ça se finit avec le père qui s'est fait donner un coup sur la tête par un bâton, puis là, tu as l'entièreté de la famille qui se mobilise, puis là, tu as, quasiment 6 personnes contre 6 personnes sur la place publique qui se tapent dessus, là. Et là, le taux de mort est quand même élevé. Là-dedans, il pourrait y avoir, tu sais, la seconde qu'une épée sort, puis avec le système de santé qu'on a en ce moment, ben, les gens meurent plus parce qu'il y a plus de gens impliqués. Et là, Ouais. pourquoi est-ce que ça descend à travers les 500 dernières années? Pourquoi est-ce qu'il y a moins d'homicides? Ben, c'est que les gens sont de plus en plus individualistes, donc moins connectés tant que ça à une famille qu'on pourrait considérer comme un clan, comme une tribu. Là. C'est pas un concept vraiment qu'on est très familier aujourd'hui. Là, Mais de- c'est quand même, c'est pas, on n'est pas très familier avec ça, peut-être en Amérique du Nord, mais partout dans le monde, c'est encore extrêmement présent. Exact. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je disais que le 16e siècle, c'est une société qui est surtout construite comme une société traditionnelle. Mhm. Parce que justement, tu as une forme de lien social, puis une forme de structure sociale surtout, que nous, on ne retrouve pas ici. Hey, je trouve ça Puis absolument j'ai hallucinant. l'impression que tu sais, la violence, c'est aussi une forme de contrôle ou de prise de pouvoir là, jusqu'à un certain point. Ça m'évoque, je sais pas si tu connais l'artiste Marina Abramovic. Ça me dit C'est
quoi, mais non, vite de même, non, je sais pas. C'est une artiste de performance, en fait, qui avait décidé d'être l'œuvre pour une performance artistique. Puis il y avait toutes sortes de choses de laisser à la disposition des spectateurs qui pouvaient aller interagir avec elle. Fait qu'il y avait du matériel d'art, de la peinture, des crayons, il y avait toutes sortes de choses, mais il y avait aussi des objets tranchants, des scalpels, des couteaux, jusqu'à un fusil qui avait pas de balle dedans, heureusement, mais il y a eu une escalade dans le processus qui a fait que elle a terminé sa performance lacérée de partout, Mhm. à un, tu sais, vraiment complètement dénudée, coupée de partout, puis il y a quelqu'un qui a pris l'arme à feu, puis qui a euh, enclenché le mécanisme, même s'il n'y avait pas de balle dedans, ça reste un geste Ouais, 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 ouais. complètement. Fait que est-ce que tu sais, la part du groupe peut créer une escalade vraiment plus rapidement que l'individuel? J'imagine que oui, là, mais Oui, 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 oui. c'est, Oui, mais c'est c'est... quelque chose qu'on voit, mettons, dans les guerres de gang, mettons, à Londres, là, je sais que c'est un exemple courant, où, tu sais, c'est comme, justement, le groupe, puis que tout le monde s'encourage entre eux. Puis là, c'est là qu'on voit aussi un autre élément qui est intéressant, qu'on n'a plus aujourd'hui, mais qui était aussi présent à l'époque, mais qui était que la violence, même si c'était mal vu, même si c'était non souhaité, de façon très consciente, là, on n'aime pas ça tuer les gens, c'est pas quelque chose que tu devrais faire. Dieu ne dit de pas faire ça, tu sais, veux pas. Mais ça restait que la violence, ça restait une forme de communication au reste des gens autour de toi pour montrer à quel point que tu étais dont hot, dont ben, là, on va parler de Se virilité, mais prouver, ouais. exact, c'est super lié à la masculinité, à l'histoire du genre, à l'histoire de l'âge, à l'histoire de guerre, tu sais, genre n'importe quelle classe aussi qui voulait prouver sa supériorité sur les autres classes, la prouvait par une forme de violence qu'elle valorisait. Euh, Fait que, tu sais, ce genre d'encouragement de groupe-là peut devenir un peu enivrant parce que tu vois que ta façon de communiquer la plus forte pour te prouver personnellement, mais ça reste la violence. Puis là, OK. wow. Là, Mhm. tu me donnes la perche que je cherchais. Je prenais des notes depuis tantôt. Quand tu parlais pour dire qu'avec une plus grande, je vais dire, une plus grande séparation des individus, moins liée à l'esprit de tribu, l'esprit de clan, il y a moins en moins de violence. Mais on remarque, et Sabrina l'a souligné tantôt, que le discours de la violence, lui, est encore très, très présent. Puis je ne parle pas juste en ligne où il n'y a pas beaucoup de conséquences physiques, mais tu sais, on a tous croisé quelqu'un dans la vie qui a dit je vais te péter à la gueule ou qui même quelquefois tu sais, des bagarres On à dirait que sortie ça d'un devient bar. comme une solution quand t'as plus de mots aussi, les gens qui se tapent sa gueule, là, tu Ben, sais. c'est pour ça que ton idée de la communication par la violence, et non seulement ça, mais c'est présent dans presque toutes les histoires grand public du 21e siècle. Je pense que la montée du super-héros, c'est essentiellement la montée du pouvoir régler un problème cosmique avec un coup de poing sur la gueule. Ah oui, 100%. Et Ah non, il y a quelque chose là, que tout le monde apprécie, c'est cette personne qui est tellement forte, qui peut être lui-même l'arbitre incontesté de qu'est-ce qui est bon et mauvais, puis lui qui peut punir ce qui est mauvais, puis qui peut glorifier ce qui est bon, là, tu sais, ça, c'est quelque chose d'intemporel quasiment aussi, là. c'est ça, mais Euh, c'est une violence qui persiste dans l'imaginaire collectif et qui n'est pas nécessairement vue comme une mauvaise violence. C'est presque souhaité. En fait, c'est totalement souhaité. Je vais prendre l'exemple du super-héros. Là. Je ne sais pas si on peut dire que c'est notre monstre mais il y a d'aujourd'hui. un exemple Mm. Mm. très ben, à l'actualité là, qui me fait penser à ce que tu dis, c'est Est-ce que tu vas celui. parler de Luigi? Je vais parler de Luigi, Ben Mangione. oui. Ben oui. Mais ça, c'est super intéressant. Puis ça, c'est quelque chose que beaucoup de monde peuvent trouver comme anecdotique, comme une histoire un peu. Bah, tu sais, oui, il y a tout un élément social autour parce que Luigi, bon, là, pour mettre en contexte, on a un individu qui a assassiné le CEO de la plus grande compagnie d'assurance aux États-Unis, l'assurance santé. Puis son œuvre, son acte de violence semble jusqu'à maintenant, peut-être qu'on va l'entendre parler dans les procès, puis on va être déçus, mais semble jusqu'à maintenant mentionner que c'était par justice du tout le mal que ces compagnies d'assurance-là ont fait sur la population américaine. Oui, puis la Et, population en ce moment n- devrait le condamner parce que c'est contraire aux idéaux de la civilisation dont tu as parlé, Mhm. mais le monde s'identifie à ça. Tout le monde a souffert
C'est comme de s'il ces avait compagnies fait d'assurance. justice à la population, en fait, peut-être. Exact. Exact. C'est fou, pareil. Puis, tu sais, là, on comprend que c'est intéressant parce qu'il y a un débat en ce moment aux États-Unis. Je pense qu'ici, c'est moins fort parce qu'on n'a pas ce problème-là d'assurance, des assurances santé qu'on doit payer, puis finalement, après ça, Ah, ils te refusent là, parce qu'on a l'assurance collective, on a on a la un carte pas pire, soleil, là. on a un pas pire filet social, contrairement aux Exact, tu sais. États-Unis, où vraiment un problème de santé, ça peut vouloir dire la fin de ta vie économique pour le reste de Exact. tes jours. Exactement. Tu sais. Fait que Mm. là, on a tout ce débat-là aux États-Unis où est-ce qu'on essaie de déterminer comment est-ce qu'une violence, homicide, by the way, je veux juste le préciser, puis ça, c'est vrai depuis toujours, depuis que l'homme a réfléchi ce que collectivement on devrait faire puis bien vivre en société, un homicide prémédité, comme vous l'avez vu avec Luigi, c'est la pire chose que tu peux faire. Oui, C'est une des c'est le violences les crime des plus. crimes. Exact, c'est la violence la plus inacceptable parce qu'il n'y a aucun facteur atténuant. Ce gars-là, il s'est pointé à cet endroit-là pour le tuer. Il a préparé d'avance, des mois d'avance. Il y a eu plein d'occasions de remettre en question la moralité de ce qu'il Il a eu faisait. le temps d'écrire des mots sur ses balles. Exact, c'est ça. Fait Mm. que là, on peut comprendre après ça l'ardeur que la police américaine avait à vouloir l'attraper, mais surtout aussi, je pense qu'ils vont faire un exemple sur ce monsieur-là pour s'assurer que les gens se calment leurs ardeurs parce qu'on ne peut pas, en société, agir comme ça. Si on a un problème, on est supposé avoir des voies démocratiques pour pouvoir contester. Seul problème, c'est que là, l'autre revers de la médaille, celui où est-ce qu'on glorifie Luigi, puis encore une fois, c'est un exemple parfait de comment est-ce qu'on définit la violence en société, puis comment est-ce que finalement ça reste un débat sans fin. C'est celui où est-ce que le CEO, lui aussi a fait de violence. Lui aussi a fait de violence. Même, on dirait qu'on pourrait même argumenter que sa violence est davantage plus intense, davantage humaine, un coût humain davantage que celui que Luigi a fait. Mhm. Un Bon, humain versus des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui se sont faites refuser de pouvoir survivre par une exact. compagnie d'assurance. Exact. Puis là, on a un débat par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on valorise? Qu'est-ce qu'on considère comme violent? Qu'est-ce qu'on ne considère pas comme violent? Qu'est-ce qu'on veut accepter? Qu'est-ce qu'on est collectivement d'accord ce qui se fait pas ou ce qui se fait? Bon, là, je pense que généralement, ce qui va arriver, c'est que, puis ça, c'est un problème que au 16e siècle, au 17e siècle, au 18e siècle, puis même au 19e, là, que tous les gouvernements ont toujours eu, c'est que non, mesdames, messieurs, vous n'avez pas le droit de faire justice vous-même. C'est nous qui Mhm. faisons la justice, personne d'autre. Donc, Ouija, si vous aviez un problème, vous auriez dû venir nous voir. Et là, on aurait contesté ci, on aurait contesté ça. Si vous vouliez qu'on change la société dans l'image que vous voulez, vous le faites sans violence. Puis ben là, c'est à savoir à quel point c'est possible. À quel point ça, est-ce que les voies démocratiques de non-violence sont possibles en société américaine? C'est tout un débat. Encore une fois, hein, moi je suis juste un petit gars à la maîtrise là, qui parle de gens avec des épées, fait que je sais pas, là, mais. Mais c'est l'énorme débat, en fait. Là où je m'en allais tout à l'heure avec mon histoire de super-héros, c'est que je sens qu'il y a quand même, dans l'être humain, encore aujourd'hui, une espèce de volonté qu'une violence individuelle ou qu'une justice individuelle, on va appeler ça de même, euh, se prenne, rétablisse l'ordre, comme l'équilibre du pouvoir. Parce qu'on n'a pas l'impression en ce moment qu'on peut changer le monde, puis que quand il y a une injustice qui nous est commise, on n'a pas l'impression que ça s'active assez vite ou que ça va être efficace. Comme Tikkun versus un PDG qui vaut plusieurs millions de dollars. C'est comme Tikkun ne gagnera jamais, peu importe la justice de sa cause. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de, je sais pas, une espèce de pulsion de retour à la violence, comme on observe tout ça. Euh, bon, là. Là, je m'en vais loin. OK, je suis peut-être un petit peu trop loin. Ben Calme-toi. non, non, c'est Dis-le correct. calme. On peut réfléchir à Mm, voix haute. mm, J'avoue que je ne sais pas s'il y a un mm. retour à la violence tant que ça, parce que, encore une fois, le taux d'homicide puis les violences interpersonnelles, c'est quelque chose qui est encore très bas dans nos sociétés occidentales, Ah, je le c'est peut-être pas précise. un retour à la violence que je veux dire. C'est comme Mais un une, retour une- en fait, à redéfinir un peu notre conception de la moralité, mettons. Parce que finalement, c'est Ah, ça, là, la violence est excessivement liée à qu'est-ce qu'on juge moral et immoral. Tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des éléments, il y a des actions en histoire là, à des anciennes époques que si tu le faisais à cette époque-là, c'était considéré comme la chose la plus violente au monde. Puis si ça mhm. fait aujourd'hui, ben là, c'est impoli, mais voilà, tu sais, il n'y a rien de plus. Puis tout ça, c'est déterminé par comment est-ce que moralement on justifie la vie, on justifie les actions, on justifie qu'est-ce que tu fais, puis tout. Je Euh, vais peut-être te mettre dans le trouble. As-tu un exemple? c'est un exemple. Ah ben oui, oui, j'en ai. C'est vraiment intéressant parce que
encore une fois, je vais le répéter, un acte violent est toujours lié dans sa société et dans sa conception des mœurs, OK? Fait que je vais le dire tout de suite. À l'époque du Moyen Âge, enlever le chapeau de quelqu'un, c'était considéré comme une violence extrême. Extrême, Ah Wow! ouais. comme c'était quasiment une agression sexuelle rendue là. Et voilà. Wow! OK. Wow. Le chapeau était lié, surtout celui des femmes, là, mais c'était mettre quelqu'un vulnérable, c'était lui enlever sa Ta dignité, protection, genre. sa dignité, puis de faire ça en public, c'était de remettre en question sa dignité devant tout le monde, puis c'était super, super mal vu. On pouvait vraiment aller en cours pour ça, on pouvait aller faire pour diffamation pour ça. Wow. Voilà. Ça, c'est Eh OK. ben. un truc parmi tant d'autres, là. Mais tu sais, il y a aussi des trucs que nous, on considérait violents aujourd'hui que à cette époque-là, c'était moindre. Euh, Juste parce que, ben, en fait, c'est pas pour rendre un peu le Moyen Âge puis cette époque-là un pire de qu'est-ce qu'elle était, parce que c'était pas si mal, mais pareil, la valeur de la vie à cette époque-là n'était pas aussi haute qu'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, on a tout un système de droits qui nous permet de protéger chacun de nos individus pour telle chose. Mais à l'époque, un mort, c'est un mort. Tu sais, puis ça arrivait, c'était bien courant dans la vie, puis c'est ça qui est ça. Tu sais. On était Mhm. vraiment facile à déshumaniser les autres. C'était vraiment plus facile de La le mort faire. était plus banalisée qu'aujourd'hui. Exactement, exactement. Tu viens juste de dire le mot, peut-être le dernier mot qui manquait pour faire le pont avec le monstre, le mot déshumanisé. Euh, je connaissais quelqu'un qui avait fait un travail un peu comme le tien à propos les étapes menant à un génocide. Et il disait qu'il y avait une étape qui était absolument. Ouais, on est phoné au Monstre dans le placard. C'est une émission, Ouais, un ouais, ouais. podcast phoné qu'on On écoute vous jure que si c'est la dans votre première fois que vous char. nous écoutez, c'est pas tout le temps comme ça, mais non, mais en même temps, c'est super intéressant, là, mais Je vas-y, connaissais vas-y. donc une personne qui faisait sa thèse de doctorat justement sur les étapes qui menaient à un génocide, puis il disait que vraiment, une des étapes les plus clés, puis c'est étudié déjà, c'est l'étape de la déshumanisation de la cible. Il ne faut pas que Exact. les gens puissent considérer que la personne est un être humain, sinon il n'y aura pas de violence ou pas au niveau qui est souhaité. Mhm. Mais tous les crimes de haine, c'est ça la recette quand tu penses à ça, là. On parle, mettons, d'homophobie autant que de racisme. Exact. C'est souvent, ça va être, c'est des méchants, puis ils méritent pas leurs droits C'est humains. même pas des humains, Non, c'est ça. c'est des animaux, puis même Ah, encore là, des fois de la vermine, Mhm. des terrible. pestes. Et l'apport de ça est important, j'ai l'impression, dans l'équation de la violence. C'est comme Hmm. peut-être même. Oui, Vas-y. ben, ça Ouais. prend définitivement ben, en tout cas, je pense, je dirais la violence que l'on tente de justifier, la violence qui se veut justifiable, en fait, parce que finalement, comment quelqu'un arrive à commettre un acte de violence envers quelqu'un, c'est définitivement par Oui. manque d'empathie, là. On s'entend, c'est définitivement par manque. C'est que l'autre personne, souvent, tu sais, ça, c'est un peu un mythe qu'on devrait s'enlever, c'est que chaque personne qui commet un acte de violence ne l'a pas fait de façon aléatoire, qui sort de nulle part. Il y a des raisons qui ont mené à la violence, qu'on soit d'accord ou non, définitivement, là, mais Hmm. il y a tout un processus mental, tout un processus cognitif qui a eu lieu, où est-ce qu'on s'est justifié l'acte, puis on l'a fait. Parce qu'on voyait que c'était la seule option pour sortir du mal que cette personne-là te créait, toi personnellement, ou collectivement, on se créait. Est-ce qu'on Hmm. peut se dire que la violence est toujours une sorte de réponse à quelque chose? Oui, mais moi, j'irais plus loin en disant que la violence, c'est un lien qu'on crée avec la personne à qui on crée la violence. On se Hmm. positionne face à cette personne-là d'une manière assez concrète, là, en se disant, soit je suis supérieur à toi, donc je peux commettre cette violence-là, ou peut-être même je suis moralement meilleur que toi et je vois ce que tu fais comme quelque chose d'extrêmement euh, destructeur, donc je dois mettre Ouais. fin à ça. Tu sais, c'est tout le temps une forme de mise en lien social. On en revient sur mes théories du social, là, Oui, je trouve euh, ça super fascinant, je trouve ça incroyable. mais c'est ça, c'est pour préciser un peu là, pourquoi j'ai cette mentalité-là sur la violence. Ben, j'ai lu beaucoup déjà, mais l'étude que je fais en ce moment, c'est je lis ce qu'on appelle des lettres de rémission, Ah, qui, à l'époque du 16e siècle, dans le fond, c'est pas compliqué. Si tu commets un crime qui
est difficilement gagnant, que tu peux pas, tu vas probablement te faire dire que oui, c'est toi l'accusé. Tu peux t'essayer puis envoyer une lettre au roi directement, donc à sa chancellerie, en fait, là, donc à la cour royale, où est-ce que tu avoues, un, ton crime, et deux, explique pourquoi est-ce qu'il mériterait d'être gracié, donc il mériterait d'être excusé. Donc, tu OK. demandes la grâce du roi. Tu demandes la grâce du roi, Mhm. exactement. Mhm. C'est une grâce c'est spéciale qu'on appelle grâce spéciale. Et à travers ce récit-là, il y a comment est-ce que la personne est amenée à commettre un crime, puis comment est-ce qu'elle justifie ses actions. Puis elle ne fait pas de façon genre voici la liste, non, elle raconte souvent, toutes ces lettres-là sont écrites de la même manière, fait qu'on sait que c'est quelque chose qui a été institutionnalisé avec des experts Ah, en droit qui étaient engagés par les accusés pour les aider à écrire ces lettres-là pour qu'il y ait plus de chance, là. Ah Et ouais. tu vois que dans le récit qu'il raconte, il y a tout le temps des détails que, ben, en fait, déjà, chacun des détails qui sont mis sur papier ont toujours une raison d'être, là, surtout dans ce genre de récit-là, et surtout en histoire. Et il y a des détails, des fois, que tu te dis, OK, ça, c'est clairement là parce qu'on veut mettre en image négative la personne qui va se faire tuer dans ce récit-là. Ça, c'est clairement là pour montrer que l'accusé, donc la personne qui a commis l'homicide, était dans ses droits, peut-être, ou au moins qui était dans une sorte de petit facteur atténuant pour dire que il y ah, avait il serait bien moralement coupable. l'obligation Exactement. de répondre à un geste pareil par. Exactement. Ou peut-être juste pour prouver son ignorance ou sa naïveté. Bref, toutes les choses qui, encore une fois, on considère quand même bien morales. La naïveté, c'est un peu neutre, mais on peut au moins rajouter, ah, tu sais, au moins il était naïf, donc ça l'a tenu les choses. Euh, Oui, c'est quelque moi, chose qui est encore très présent aujourd'hui. Les gens vont prétexter l'incompétence plutôt que de prétexter la mauvaise foi. exact, Ouais. exact. Puis, tu sais, moi, j'ai un exemple qui, moi, personnellement, m'a touché quand même. J'ai une lettre de rémission où est-ce que c'est deux hommes dans la cinquantaine qui ont chacun fait leur vie, mais qui précisent au long de la lettre que ces deux hommes-là se connaissent surtout parce qu'ils ont fait la guerre ensemble il y a une vingtaine d'années. Donc, c'est deux vétérans de guerre qui ont battu probablement sous Charles IX, au-delà des Alpes, donc durant les guerres d'Italie, qui se sont connus sur le champ de bataille, puis ils laissent sous-entendre un peu le lien fort d'amitié que ça représente. C'est intéressant pour moi parce que j'essaie de justement prouver ça. C'est un lien fort d'amitié. Je sais que c'est un peu intuitif, là, mais bon, en histoire, faut prendre le temps de bien prouver les choses. Et ces deux personnes-là se rencontrent au milieu du village. En fait, plus précisément à un notaire. Et là, la personne est comme, ben voyons, qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, il dit, ah, ben je suis là pour parler d'un tel sujet, d'une telle personne, en fait, qui me doit de l'argent, puis il me rembourse pas. Puis là, l'autre personne répond, ah ouais? Ben là, c'est parce que savais-tu que moi, cette personne-là, c'est ma cousine? Puis il était comme, ah, ben tu sais, ouais, je savais, mais je voulais pas t'en parler. Là. Puis comme, ben là, pourquoi tu veux de l'argent? Genre, puis là, ben tu sais, tu vois, ils commencent à se parler. Là, tu vois, il y a un conflit là, familial. Là, tu sais. Telle personne est en conflit juridique avec un membre de la famille de cette personne-là, puis l'autre personne remet en question complètement la moralité d'aller contre sa cousine. Et je vous jure, la lettre passe de ces deux bons amis à vole un épée à un forgeron puis se battent au milieu de la rue. Là. Ben voyons donc. À Wow. 100, Wow! là, jusqu'à la mort d'un ami que ça fait des trentaines d'années que cette personne-là connaît. Et la lettre tente quand même bien que mal d'expliquer jusqu'où ça va, tout ça. Puis les justifications sont pour moi faibles parce que comment tu expliques avoir tué ton meilleur ami sous une histoire aussi banale. Mais à l'époque, c'est différent. À l'époque, ah, ben, il y a toute une question que cette personne-là était connue pour être un peu Soulon, tu sais. Alors, puis ça, c'est Ah, super mal vu. Puis le village au complet le sait. Puis là, on a un concept qu'on appelle à l'époque la famée qui est à la base du mot famous en anglais. Donc, c'est un peu la réputation, mais d'un point de vue moral. Et là, cette personne-là, on sait que sa famille est comme un peu questionnable. Puis ça, c'est une sorte de preuve d'immoralité là, à l'époque. mais c'est quoi la famille? Ça fait, qu'est-ce que ça représente, C'est la comme la famille? Comme réputation, en fait. Là. OK, C'est que ça c'est comme représente. sa fame, dans le fond. Exact, c'est c'est ça. ton, ouais, c'est Fame, ça, c'est ton famous. fame, Ouais. la Exact. famille. C'est souvent même, ça va être en cours, ça va être utilisé comme une preuve très, très concrète de OK. la raison pourquoi est-ce qu'on pense que c'est lui qui a fait ça. Parce que Il y c'est a eu un un meurtre, on ne sait pas infamé. c'est qui. Ben, on va prendre le Soulon slash itinérant du village, puis on va le dire, ben, cette personne-là a détesté tout le monde parce qu'elle envoie chier tout le monde. Ben, c'est probablement toi, le diable est en toi, t'es une mauvaise famille.
voici, tu es l'accusé. Ah, Ah, wow, fait que fait que ça doit de là que vient le mot infâme aussi. Infâme, exactement. Ah Ça un ah. vient infâme. exactement de là. Quelqu'un Wow. qui n'a pas de famille, un infâme. Aïe, Exactement. aïe. Alors, moi, je trouve que ça m'éclaire sur un paquet d'affaires, cette histoire-là, de la violence. Hey! Je pense qu'on arrive dans l'eau de la question qui tue, sans Oui. mauvais jeu de mots. Oh, Alors, la question qui tue, mais sans violence pour cette Oui, fois. tranquille. En fait, c'est une question qu'on pose à tous nos invités. Michael, selon toi, c'est vraiment une opinion personnelle. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens oublient de la violence? Et c'est quoi la chose que tu aimerais qu'ils se rappellent le Oui. plus? C'est quoi les conceptions que les gens ont besoin de changer? hmm. Je pense que on va revenir sur des trucs que j'ai dit plus tôt, mais C'est correct. quelque chose que j'aimerais que les gens s'accrochent beaucoup quand on parle de violence, euh, non pas dans une logique de justification des actions ou de compassion envers les gens qu'on considère comme violents, euh, mais quelque chose que je pense qui serait intéressant que les gens apprennent, c'est qu'une forme de violence est toujours ancrée dans un phénomène social et elle peut toujours être expliquée de manière plus large. Hmm. Puis il y a beaucoup de commentaires qui peuvent être soit anti-classe, classistes qu'on pourrait appeler, ou racistes, qui disent, ah ben ces gens-là, ils sont plus violents que les autres, donc ces gens-là, on les veut pas. Ben, moi, j'aimerais que les gens apprennent que la conception de la violence, c'est quelque chose de compliqué à aborder, puis que souvent, ben, ça va être justifié surtout par des problèmes financiers, des problèmes économiques, des phénomènes coloniaux, donc de violence antérieure. Bref, il y a toute une logique, une sorte de découlement qui mène à des actions concrètes comme aujourd'hui. Donc voilà. Quelque chose que les gens devraient oublier sur la violence, ça c'est intéressant, j'y avais jamais pensé. Faut que je pense une petite 3 secondes, là. Correct. On t'a pris au dépourvu. Ben oui. Qu'est-ce que les gens Hmm. pensent à cette heure, mais qui devraient laisser ça derrière? C'est comme c'est pas de même que ça marche, la violence. Ben, que la violence, ouais, ben, je pense que les gens devraient, surtout là, tu sais, je rentre dans des politiques plus actuelles, mais je pense que les gens devraient oublier que la violence, c'est une forme de supériorité sociale ou morale pour certaines personnes. Mhm. Ben, là, je pense à peut-être un mouvement qui s'appelle le masculinisme, là, qui est très, très axé là-dessus, puis qui s'en rendent même pas compte des fois, mais qui sont des gens excessivement violents. Puis que cette forme de violence-là devient pour eux une sorte de volonté de prouver leur supériorité puis leur pouvoir sur les autres. Mais franchement, moi, j'aimerais bien que les hommes et mes compères hommes puissent oublier ce concept-là et qu'on devienne tous des gens rationnels et civilisés un peu, là. D'absolument louable souhait. Merci, Et- merci. je sais pas comment les audio-spectateurs, le public, je sais pas comment le public se Les sent. auditeurs, auditrices. J'appelle ça des audio-spectateurs, c'est bon. Audio Parfait. spectateurs maintenant, d'accord. Je sais pas comment les gens se sentent, mais moi, je suis complètement fasciné par ce que j'entends aujourd'hui, Michael. Si les gens veulent en savoir plus sur toi et tes Hein. écrits et ton savoir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, où ils peuvent te trouver, qu'est-ce qu'ils peuvent voir? Bon, là, c'est sûr, je sors de l'ombre. Ah, j'étais vraiment juste un étudiant à la maîtrise. Je vous conseille pas de lire ma maîtrise. Ça va être tellement de techniques puis pas le fun à lire. Je fais une base de données, c'est pas le fun. Mais c'est cool que vous me posez cette question-là maintenant parce qu'il y a un mois, j'ai passé à la radio de choc.ca, donc la radio publique de l'UQAM, où est-ce que j'ai fait une petite chronique sur la torture à la fin du Moyen Âge avec une émission qui s'appelle Histoire de passer le temps. Mhm. Euh, Vous voyez, j'aime les sujets un peu morbides, là. Fait Ça fait partie un ben, peu de tes choix de sujets, là, on s'entend. exact. C'est pour ça que je suis ici, là, tu sais, avec Mons dans le placard. Mais Mhm. c'est ça, ça fait partie de mes choix de sujet. Puis, ouais, c'est pas mal la seule chose que vous pouvez aller voir. Sinon, vous pouvez réécouter une deuxième fois ou une troisième fois l'émission d'aujourd'hui. Mais on peut écouter cette émission-là en rediffusion. On pourra peut-être essayer de trouver le lien et le mettre dans les crédits de cette Oui, oui, émission-ci. oui. Ben oui, c'est en rediffusion. Excusez-moi, je voulais te préciser. C'est en rediffusion sur Spotify.
Ah, de super. la Oui. page Histoire de passer le temps, dans le fond. Alors, on salue les gens de cette émission aussi au passage. C'est toujours le fun. Puis, c'est sûrement pas la dernière fois qu'on t'entend en podcast. Donc, merci beaucoup, Michael, pour ton temps. Merci, c'était super intéressant. Ouais, Puis, mais merci à vous. J'ai vraiment eu du plaisir. Mais merci aussi aux audioviseurs. Puis quoi déjà, t'as dit tantôt? Les audio spectateurs. audio. Audio-spectateurs et audio-spectatrices d'avoir pris le temps d'écouter des sujets philosophiques et bizarres pendant autant longtemps. Ben écoute, on va sûrement te réinviter prochainement. Fait qu'on se dit à la prochaine nouvelle lune. Aïe, aïe, parfait. Je suis content. À la prochaine.